Ah ouais, c'est pas moi qui choisis quand je lance la vidéo, quoi. Tu préfères à la viande ou à la frayeur? De, Le bœuf. peu importe. Je pense que c'est à la poêle. Ouais, peut-être. Allez, on est parti. De quoi est-ce qu'on parle? Yo, aujourd'hui, je te parle de ton épaule et en quoi elle est tellement complexe. On l'a définie comme une seule chose, mais en vrai, ton épaule, c'est plein de trucs. C'est plein de trucs. Pourquoi? Parce que il y a énormément d'articulations au sein de ce complexe articulaire. Et t'entends ce que j'ai dit? J'ai dit complexe articulaire. Et dans complexe articulaire, il y a complexe. Parce que c'est quelque chose de très diversifié et c'est très difficile de dire que c'est une seule chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a en sa possession plusieurs articulations. C'est toujours un petit jeu que je mets en place avec mes élèves en centre de formation qui veulent devenir coach sportif. Moi, je préfère dire éducateur sportif parce qu'on éduque. Euh, c'est le jeu de combien il y a d'articulations dans l'épaule. Et au final, on retombe toujours sur les mêmes. L'articulation qu'on appelle gléno-humérale, puisque c'est celle qu'on voit le plus, c'est celle qu'on utilise le plus, c'est celle qui est la plus visible. On voit aussi les articulations acromioclaviculaires, okay, c'est l'articulation entre l'acromion et la clavicule, on y reviendra un petit peu. On voit l'articulation sternoclaviculaire, qui est l'articulation entre le sternum et la clavicule. Mais dès qu'il s'agit d'aller un peu plus loin que ça, on est toujours en train de réfléchir à quelles sont les autres articulations si Alex nous dit qu'il en reste à trouver. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on a dans l'épaule beaucoup de plans de mouvement possibles parce que c'est, comme son nom l'indique, un complexe articulaire. Et donc, sur la gléno-humérale, sur l'acromioclaviculaire, sur la sternoclaviculaire, sur la scapulo-thoracique et sur la bourse sous-acromiale, tout ça est considéré comme des articulations. Alors nous, on a appris que les articulations, c'était deux pièces osseuses qui interagissaient l'une par rapport à l'autre sur un espace donné, ce qu'on appelle la capsule articulaire. C'est formé par les ligaments qui créent un petit peu l'espace, la maison de notre articulation. Or, il y a certaines articulations, comme la scapulo-thoracique, qui ne répondent pas à cette propriété. D'accord ? Ce n'est pas deux os qui sont, entre guillemets, face à face et qui comportent une capsule articulaire à proprement dit, puisque eux, leur manière d'interagir l'un par rapport à l'autre, c'est par surface de glissement. C'est-à-dire que si là, tout de suite, tu essayes de bouger ton omoplate sur la cage thoracique, il n'y a pas de mouvement concret d'une pièce par rapport à l'autre, comme on l'imagine sur une articulation charnière, comme le coude, le genou, voire même la hanche, ou l'épaule dans un certain point de vue. Alors que, ce que j'aime bien dire, c'est que si ça mange comme un canard, parle comme un canard, vole comme un canard, a des plumes comme un canard, a les pattes de canard, c'est que quand même ça doit sérieusement ressembler à un canard. Donc, la bourse sous-acromiale est en train d'être considérée comme une articulation à part entière puisque elle fait office un petit peu de surface de glissement. La scapulo-thoracique est une articulation à proprement parler de l'épaule. Bref, tout dépendra de comment tu décides de voir les choses et quelle auteur littéraire tu cherches à quel auteur littéraire
tu as décidé de suivre pour apprendre l'anatomie de l'épaule, mais globalement, c'est ça. Ok. Et si une de ces articulations devient, on dira, plus ou moins hasardeuse ou récalcitrante, c'est tout le complexe qui va foirer. Je te dis ça parce que en ce moment, j'ai un problème à l'épaule gauche et j'essaye d'y remédier. Et je suis en train de passer par un diagnostic sur quelle est l'articulation essentielle de mon épaule qui est limitante pour que je puisse interagir dessus et que je puisse à nouveau me sentir libre d'utiliser mon épaule, mon complexe articulaire de l'épaule de la meilleure des manières et de la manière que je souhaite. Donc en fait, ça donne lieu à des expressions de mouvement, je m'en rends compte, qui deviennent de plus en plus difficiles pour moi à respecter une angulation précise, à conserver les aptitudes que j'avais auparavant. Par exemple, sur le overhead press, d'accord, le développé militaire, sur un rowing, sur même un développé couché, je vais avoir tendance à avoir une gêne sur l'exécution parce que mon épaule a une de ces articulations qui est récalcitrante et dont tout le complexe va en prendre un coup. Ce qu'il y a à savoir, c'est que pour toutes nos articulations, on a conceptualisé le tout en disant qu'elles ont une fonction primaire et une fonction secondaire. Okay. Pour 80% de nos articulations, la fonction primaire est la rotation interne et la rotation externe. On n'oublie pas les fonctions secondaires comme l'extension et la flexion. Par exemple, sur le genou, sa fonction primaire, c'est pas l'extension et la flexion. Sa fonction primaire, c'est la rotation interne tibiale et la rotation externe tibiale. Pour notre épaule, c'est la même chose. Pour notre hanche, c'est la même chose. Bref, il y a quasiment toutes les articulations qui sont soumises à cette règle primaire, sauf la colonne vertébrale et les extrémités du corps. Et là-dedans, on est sur une capacité un petit peu de compréhension sur qu'est-ce que va être capable de faire le bonhomme que j'ai en face de moi ou qu'est-ce que moi je vais être capable de faire avec une rotation interne de l'épaule de X degrés et une rotation externe de l'épaule de X degrés. Tout ça va donner lieu un petit peu à, on dira, une mécanique de réflexion sur comment je vais devoir aborder le fait que l'individu que j'ai en face de moi a une rotation limitée de X articulations et comment je vais devoir intégrer ces informations-là sur la prise en charge que j'ai de cet individu et comment, même avec ces facteurs limitants-là, je vais pouvoir quand même obtenir les résultats que je veux obtenir ou en tout cas que le client a demandé à son coach, son éducateur sportif d'obtenir. Tu veux avoir un grand fessier, tu veux avoir des gros biceps, tu veux avoir des grosses épaules, ok, ça passe par une évaluation articulaire dans un premier temps pour savoir qu'est-ce que tu es capable de solliciter comme flot de tissu à l'instant T. Une fois que l'instant T est passé, j'ai mes informations, il faudra que je mette ce que je dois mettre en place avec cet individu-là pour qu'il soit capable de solliciter au mieux ces flots de tissu-là. On va parler on parle de l'épaule, donc on parlera du deltoïde antérieur, c'est celui qui est le plus visible là tout de suite à l'écran. Donc, imaginons que il décide de, pour X ou Y raison, prendre de la masse musculaire sur ses épaules, c'est son ambition, c'est son objectif tout simplement. S'il a une flexion d'épaule limitée, c'est-à-dire s'il n'est pas capable de mettre son bras le plus à la verticale possible, va y avoir une limitation sur la prise de masse musculaire, la prise de tissu dans cette région-là, parce qu'il n'est pas capable de recruter entièrement tous ces tissus
dans cette région-là. Et c'est là où pour nous, ça devient intéressant en tant que coach, en tant qu'éducateur sportif, c'est qu'on va mettre en place des stratagèmes pour quand même avoir un stimuli dans cette zone-là, avec les moyens du bord, avec les outils qu'on a à l'heure actuelle, mais on va aussi chercher à améliorer ce cas de figure-là, améliorer cette santé articulaire de base pour que, au fur et à mesure de notre suivi, on tende vers quelque chose qui améliore sa capacité en tant qu'humain et qui lui permette de devenir un meilleur athlète. C'est là où j'essaye d'emmener tous mes élèves en CQPIF, en BPGEPS ou en ce que tu veux, parce que ça fait partie de notre boulot d'être le plus clair possible avec ça. Ok? Maintenant que ça c'est dit, ok, la musculature en lien avec ton épaule est très importante. Alors, selon la nomenclature, selon quelle littérature tu vas lire, tu vas tomber entre 17 et 19 muscles associés à ton épaule. Tu as compris ce que j'ai dit? 17 ou 19 muscles associés à ton épaule. D'où l'intérêt d'avoir une épaule la plus performante possible parce que tu es en capacité, en juste bougeant ton épaule, d'améliorer ou en tout cas d'intégrer le facteur que ton épaule soit optimale, de optimiser aussi les 17 à 19 muscles recrutés par le mouvement de l'épaule. Et c'est pas n'importe quoi, ok? On parle pas de muscles un petit peu wou-wou, tout ça, d'accord? Il y a 7 muscles principaux, ok? On va jouer un petit jeu parce que j'aime bien faire ça. Ce qu'on va faire, c'est que je te donne un petit peu son action et on va se laisser le temps de savoir si on pourrait le nommer ou on pourrait se dire, ok, c'est quel muscle celui-là? Ok. Il donne l'aspect arrondi de l'épaule. Globalement, ok, c'est le deltoïde. Ça marche. Il permet d'éviter un décollement des omoplates. Celui-là, il faut être un petit peu dedans. On est sur le grand dentelé. Maintenant, il redresse le buste, entre autres, et est acteur du tirage. Bon, avec acteur du tirage, on est sur le grand dorsal. Il assure la stabilité et l'abaissement de l'épaule. On parle du pec. Donc, tu vois, rien qu'avec ton épaule, bon, évidemment, ça sollicite ton épaule dans sa globalité, mais ça sollicite aussi ton grand dentelé, ça sollicite aussi ton grand dorsal, ça sollicite aussi ton grand pec dans une certaine mesure. Il sert aussi à améliorer la posture et prévient des douleurs plus ou moins cervicales. D'accord? En travaillant tes épaules, tu vas améliorer ton trapèze. En utilisant un de ces derniers muscles principaux qui permet de tendre le bras et est rattaché à la scapula, on parle du triceps. Donc tu vois, je ne vais même pas te parler des autres puisque là je te parlais que des principaux ou en tout cas on va dire ce que moi j'ai jugé être des muscles relativement importants à mettre au sein de cette vidéo-là. Deltoïde, grand dentelé, grand dorsal, grand pec, trapèze et le triceps. Ni plus ni moins, juste en étant au clair sur tout ce que tu peux bouger avec ton épaule. Et tu vois, triceps, on part pas du principe où le triceps, quand je bouge mon épaule, ça fait bouger mon triceps. Non, t'as pas compris. En fait, comme dans ton épaule, il y a la scapula, le triceps est rattaché à la scapula. Donc, si tu as une bonne épaule, hashtag scapulothoracique, hashtag tout le complexe articulaire de l'épaule, tu vas pouvoir recruter encore mieux ton triceps. Tu vas pouvoir recruter encore mieux tes trapèzes, etc., etc., etc. Ok, donc l'idée de se dire que l'épaule c'est bon, pas grand-chose, c'est une connerie. C'est une connerie. Ok, donc ce qu'il faut faire, c'est globalement partir sur une évaluation, quoi qu'il se passe avec tes clients sur toutes les articulations. Tous mes clients, je leur fais passer une batterie de tests articulaires avant de créer leur programmation. C'est pour ça que on me paye, c'est pour ça que j'ai un tarif assez important pour certaines personnes, mais c'est un service premium parce que c'est articulairement précis pour toi et pas la voisine, d'accord? Donc, l'idée là-dedans, c'est
un petit peu d'aller chercher des quick wins, ce qu'on appelle des victoires rapides, parce que ça fait du bien à l'ego en tant que personal trainer, et ça fait surtout du bien à notre client de voir qu'il avance relativement vite et qu'il va tendre vers une évolution encore plus importante au fil du temps. Il faut moduler globalement les facteurs si il y a une gêne. Il faut moduler les facteurs s'il y a une douleur, que ce soit sur une exécution de mouvement ou que ce soit sur la gestuelle globale. D'accord? Donc, avec tout ce que je viens de te dire là, tu es en capacité maintenant de comprendre que l'évaluation articulaire pour tes clients, c'est primordial. Peu importe quelle articulation est plus ou moins malade, peu importe si les articulations de ton bonhomme sont saines ou pas, tu vas devoir passer par une évaluation de chaque articulation pour réellement savoir comment créer la programmation de tes clients et respecter au mieux leurs capacités articulaires et donc optimiser grandement leur capacité à atteindre leurs objectifs. Maintenant que tu as vu cette vidéo, tu es au courant que ça ne se fait pas avec la technique du doigt mouillé. On peut avoir réellement des informations sur les capacités de mes clients et c'est ce qui va t'amener une plus-value par rapport au coach lambda qui va répéter le même programme pour tout le monde. One fit all, pas du tout. Nous, ce qu'on enseigne chez Damalis, c'est on fait de la gastronomie, on ne fait pas du fast-food. Je te laisse sur cette phrase de fin et n'oublie pas, sois prêt, sois fort. Ciao.